Mes chers collègues, en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010, nous allons entendre M. Sylvain Waserman, que le président de la République envisage de nommer aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence de la transition écologique. Monsieur Waserman, monsieur le président, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission et dans ces lieux que vous connaissez parfaitement pour avoir été membre très actif, et j'insiste sur le terme très actif, de notre assemblée, dont vous avez présidé de nombreuses séances. Je rappelle la procédure dont vous êtes familier. L'audition d'aujourd'hui, qui est publique, sera suivie d'un vote par scrutin secret, effectué par appel nominal et hors la présence de la personne auditionnée, et aucune délégation de vote ne sera possible. Un point très important, chers collègues, parce que je pense que je vais recevoir quelques messages sur ce point-là précisément. Le dépouillement du scrutin aura lieu non pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, le mercredi 5 juillet, en fin de matinée, après que M. Waserman aura été entendu par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Comme le prévoit notre règlement, nous avons nommé un rapporteur sur cette proposition de nomination, M. David Topiak. Merci pour le travail. Il a élaboré pour notre commission un questionnaire qui a été préalablement envoyé à M. Waserman, dont les réponses vous ont été diffusées. Je donne sans plus tarder la parole à notre rapporteur, M. Topiak, et puis nous entendons par la suite M. Waserman. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur Waserman, après 2 premières auditions qui n'ont pas permis de reconfirmer votre prédécesseur à la tête de l'ADEME, nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour étudier et nous prononcer sur votre candidature à la présidence du conseil d'administration de l'ADEME sur le fondement de l'article 13 de la Constitution. Si l'exercice nous est devenu familier, l'enjeu reste très important. L'ADEME est une agence essentielle pour le pilotage des politiques et des actions à mener en faveur de la transition écologique. La nomination de son président nous incombe et nous honore. Vous avez proposé votre candidature tout juste un an après avoir cessé votre activité de député. Un certain nombre d'entre nous vous ont connu dans vos anciennes fonctions de député et de vice-président de l'Assemblée nationale. Vous indiquez naturellement être intéressé par les sujets liés à l'énergie et à la transition écologique. Et une partie de votre expérience professionnelle ainsi que votre expérience en tant qu'élu tant national que local le prouve. Je rappelle, comme vous l'avez indiqué dans votre curriculum vitae, que vous avez été pendant 9 ans à la tête d'un réseau local de gaz, le réseau de gaz de Strasbourg, et que c'est essentiellement à cette occasion que vous avez pu observer le fonctionnement de l'ADEME et en être un interlocuteur. Je précise que l'ADEME, en 2023, disposait d'un budget de plus de 4,2 milliards d'euros en intégrant le financement du programme France 2030. Il s'agit d'un des premiers opérateurs de l'État et ses missions sont de plus en plus diversifiées. Nous avons pu prendre connaissance de vos réponses au questionnaire que je vous avais transmis préalablement et je vous remercie d'avoir apporté votre vision et des précisions. J'aurai en complément 3 petites questions. La première, au moins un des 4 scénarios que l'ADEME propose dans son rapport de prospective Transition 2050 repose sur un usage important de nouvelles technologies vertes. Pensez-vous qu'un scénario qui reposerait uniquement sur une évolution des technologies nous permettrait d'atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Deuxièmement, comme vous le soulignez, il n'y a pas de transition énergétique sans les territoires. Malheureusement, de nombreux PCAET sont en déshérence faute de moyens sur des territoires obligés ou volontaires pour cette démarche vertueuse en transition énergétique. Comptez-vous pérenniser et développer l'aide à l'ingénierie des territoires proposés, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs territoriaux ? Enfin, je vous serai reconnaissant de nous préciser ce que vous allez faire concernant les engagements professionnels que vous avez actuellement. Je laisse à mes collègues députés le soin de vous interroger davantage sur votre candidature. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Waserman, la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est avec humilité, mais avec beaucoup de détermination que je suis là aujourd'hui. Et j'aimerais aborder ce que je traitais dans mon questionnaire, à savoir essayer de répondre très brièvement à 3 questions. En quoi mon expérience est-elle légitime pour postuler à cette exigeante responsabilité de la présidence de l'ADEME? Quelle est ma vision pour l'ADEME? Et ce que je peux dire des missions actuelles. Le premier point, sur mon parcours, je voulais simplement reprendre une tribune qui a été publiée très récemment, que j'ai découvert, comme peut-être comme vous, dans le JDD. C'était des ONG qui l'avaient signé, Mme Michelis, Mme Falco, M. Fartry, M. Blondeau et M. Artus Bertrand, et qui identifiaient, selon eux, 4 critères importants pour le prochain président de l'ADEME. Et je les partage parce que ils m'ont surpris agréablement. Le premier critère était d'être un politique et pas un technocrate, d'avoir une expérience d'élu local et national. Alors évidemment, j'ai été maire de village pendant 10 ans, président de petite Comcom, vice-président de plus grande Comcom, élu régional. Je suis très attaché à ce que j'ai appris pendant ces mandats locaux. Et puis élu national, ça beaucoup d'entre vous le savent ici au mandat dernier. Le deuxième critère qu'ils identifiaient, c'est d'avoir eu un parcours en entreprise. Alors toute ma vie, à part 5 ans du dernier mandat, ont été dans le monde économique, entreprise privée ou entreprise publique que j'ai dirigée pendant 8 ans, qui est Réseau GDS, j'en parlerai dans un instant. Mais ce parcours d'entreprise, il est important parce que l'ADEME est en prise avec le monde économique, avec des raisonnements économiques de business plan et de rentabilité, avec des enjeux évidemment majeurs sur le carbone, on en parlera dans un instant. Et puis troisième critère qu'ils identifiaient, avoir déjà travaillé avec l'ADEME. Et pour ça, je voudrais simplement partager une chose qui est très factuelle. Quand je suis arrivé chez Réseau GDS, c'est une entreprise qui, depuis 150 ans, donc cette entreprise de gaz, filiale de la ville de Strasbourg, qui depuis 150 ans faisait du gaz naturel. Quand j'en suis parti, 30% du chiffre d'affaires, et aujourd'hui 50%, donc c'est un mouvement pérenne, était sur les réseaux de chaleur, sur 3 domaines, principalement les réseaux de chaleur. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec l'ADEME. C'est là que j'ai vu que sans l'ADEME, ces réseaux de chaleur ne verraient pas le jour. Donc les réseaux de chaleur. Deuxième point, le biométhane. On a été les premiers à injecter du biométhane depuis une station d'épuration dans les réseaux. Et troisième point, les contrats de performance énergétique. J'y reviendrai parce qu'il y a un point important que vous avez voté il y a quelques mois sur le sujet. En tout cas, 30% de ce chiffre d'affaires sur l'ADEME, sur les réseaux de chaleur, c'est là où j'ai découvert, travaillé avec l'ADEME, travailler avec eux sur des choses extrêmement concrètes. Les business plans qui doivent être ni trop profitables, ni pas assez. La mesure de l'impact sur les réseaux de chaleur, c'est des réseaux de chaleur de biomasse en l'occurrence, avec le réseau le plus vert du Grand Est à l'époque. Le troisième critère qu'ils identifient, donc, c'était d'avoir travaillé avec l'ADEME. Et le quatrième, c'est les convictions et la vision qu'on peut avoir sur la transition énergétique. Et là, j'ai envie de dire, ma première conviction, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un livre blanc que j'ai écrit en 2016, donc ça date pas d'hier, qui s'appelle « Le modèle territorial de l'énergie, un accélérateur de la transition énergétique ». Parce que j'ai la conviction, et ça date pas d'hier, et ça date pas de ma préparation à cette orale aujourd'hui, j'ai la conviction que c'est par les territoires qu'on réussit la transition énergétique. Les cadres que vous votez ici sont évidemment fondamentaux, il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce qui fait qu'un porteur de projet va prendre le projet? Qu'est-ce qui fait qu'un projet de biométhane va avoir l'acceptabilité citoyenne? Et j'en ai vu réussir, j'en ai vu échouer. Qu'est-ce qui va faire que les élus locaux sont main dans la main avec les acteurs économiques pour essayer de construire un modèle qui permet d'aboutir à une solution de réseau de chaleur ou autre? Et bien ça, ces projets, ils naissent, ils réussissent ou ils échouent sur les territoires. Et ça, je crois que c'est un point absolument majeur, en tout cas une conviction absolument majeure que j'aimerais partager. Deuxième point concerne la vision que je peux avoir pour l'ADEME. Alors je vais vous le dire très clairement, ce serait présomptueux, sans avoir jamais mis les pieds réellement à l'ADEME, travailler avec eux certes, mais sans avoir mis les pieds, alors qu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent depuis des décennies, ce serait présomptueux d'être là face à vous en disant voilà ce qu'il faut faire pour les 5 années à venir pour l'ADEME. En revanche, j'aimerais partager 3 points de réflexion qui me semblent importants. D'abord, je voudrais prendre un engagement clair. Si vous me choisissez, si vous me confiez cette responsabilité, la première chose que je ferai, c'est un tour des régions. Pourquoi? Parce que l'ADEME a un contrat d'objectifs et de performance à renégocier et qu'il me semble essentiel d'entendre, d'écouter les territoires. Alors, c'est quoi spécifiquement? Les élus territoriaux, les préfets, qui depuis la loi 3DS ont un rôle particulier, et évidemment les femmes et les hommes qui travaillent à l'ADEME. Je crois que
tour de France en prenant les 13 régions de métropole, en prenant un territoire d'outre-mer. J'aimerais boucler ce tour de France pour fin septembre et donc commencer par avoir cette vue des territoires. Alors je dis fin septembre, je vais prendre peut-être 15 jours de battement ou de marche, parce que les agendas sont parfois durs à coordonner entre les préfets, les présidents de région, les vice-présidents en charge du développement économique, les élus territoriaux. Mais je crois que c'est important, parce que comment pourrait-on négocier un contrat d'objectifs et de performance sans avoir écouté d'abord ceux qui vivent, ressentent, comprennent l'ADEME au quotidien? Et je vais prendre un deuxième engagement très clair. J'ai échangé avec beaucoup d'entre vous, et je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré avant cette réunion. À peu près personne ne connaissait son directeur régional de l'ADEME. À peu près personne, évidemment, certains le connaissent, je ne veux pas généraliser. Mais je pense qu'il est essentiel que tous les ans, les directeurs de l'ADEME invitent l'ensemble des parlementaires. Parce que les budgets que vous votez à Paris se traduisent concrètement sur les territoires. Et rendre compte au dernier kilomètre de la façon dont ces budgets se traduisent dans des projets, dans des réseaux de chaleur, avec des femmes et des hommes qui s'y impliquent concrètement, c'est à mon avis essentiel, et ça participera du lien qu'on doit créer entre les parlementaires et l'ADEME. Donc je crois que c'est un point extrêmement important sur lequel je voulais préciser. Sur cette vision, donc, je voudrais simplement partager 3 axes de réflexion. La première, il y a un indicateur que je verbalise comme ça et que j'aime beaucoup, qui est l'efficacité carbone de l'euro investi. Tout ça, c'est de l'argent public. Ce qu'on doit voir, c'est son efficacité carbone. C'est-à-dire quand j'injecte 1 million d'euros à l'ADEME, combien de tonnes de carbone j'économise. Il se trouve que maintenant, on a des objectifs clairs. 400 millions de tonnes aujourd'hui, 270 millions pour 2030. Donc, on a ces objectifs chiffrés. Encore faut-il que nos raisonnements, nos façons d'échanger, nos mesures mettent en avant cette efficacité carbone de l'euro investi. Et je crois que c'est un premier point sur lequel je pense il faudra travailler pour avoir un niveau de dialogue. Et puis d'ailleurs, quand on parle avec Bercy, je crois que l'essentiel, c'est aussi de dire mais si vous avez 1 million à mettre sur la transition énergétique, voilà le nombre de tonnes de carbone qu'on peut traduire dans ce million d'euros. Donc je crois que c'est avec vous qui votez les budgets, avec les ministères, je crois que c'est important d'avoir peut-être un nouvel étalon sur l'efficacité carbone de l'argent public investi. Le deuxième point, un point qui m'a semblé évident quand je l'ai pratiqué, c'est la nécessaire coordination, et je répondrai du coup à votre question, monsieur le rapporteur, sur le sujet, entre les bras armés de la puissance publique et de l'État sur le territoire. Je cite notamment la NCT, le CEREMA et l'ADEME. Préalablement à cette réunion, j'ai appelé 2 personnes pour voir si l'intuition que j'avais était correcte. Le premier, c'est le directeur général délégué par intérim actuel de l'ADEME. Le deuxième, c'est le directeur général adjoint du CEREMA. Et l'idée que je propose, c'est très simple, c'est d'abord d'institutionnaliser, de mettre en place un dialogue concret entre les patrons de ces entités sur les territoires. Aujourd'hui, si étrange que ça puisse paraître, ça n'existe pas, ou en tout cas c'est hétérogène. Et pour autant, notre responsabilité, en tant que la responsabilité des acteurs publics, c'est bien de veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance, une optimisation. Le soutien en collectivité, ça va être, et j'y viens, un point essentiel. Donc se coordonner dans l'action des acteurs publics et de l'argent public investi, c'est la moindre des choses qu'on doit aux budgets qui sont consentis et aux collectivités auxquelles on est en soutien. Donc voilà, donc je pense très concrètement avoir un courrier signé des patrons de ces entités vers tous les directeurs régionaux en disant dorénavant, d'abord, je pense qu'il faut une première réunion très formelle sur les points positifs et les points d'amélioration sur le terrain, et deuxième point, de l'institutionnaliser tous les ans. Et puis troisième point, je voudrais dire, je sais que vous en êtes conscient parce que j'ai eu beaucoup de retours sur le sujet, l'expertise de l'ADEME, les femmes et les hommes de l'ADEME ont une expertise internationalement reconnue. Je ne veux pas dire que c'est unique au monde, mais c'est une expertise et une richesse d'expertise qui est incroyable en réalité, et qui est reconnue nationalement et internationalement. Et ça, c'est une chance. Et j'en viens à la mission de l'ADEME. Pour moi, il y a 2 missions principales. La première, c'est d'éclairer la décision publique, de l'inspirer et de l'éclairer. Et pour ça, ces femmes et ces hommes qui, depuis des années, développent cette expertise, sont évidemment le premier atout. C'est vrai au niveau national et c'est vrai au niveau local. Le défi que nous avons sur les territoires
pour les collectivités locales, c'est l'ingénierie. Je vais prendre 2 petits exemples rapides. On parle souvent du chantier du siècle, en parlant de la rénovation des 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics à rénover ou à décarboner. C'est un chantier immense. Et vous avez voté une loi il y a quelques mois, quasiment à l'unanimité, pour permettre aux collectivités d'avoir une arme en plus face à cet immense chantier, cet immense défi, qui est la possibilité de faire des contrats de performance énergétique. C'est une bonne idée. Globalement, un acteur tiers prend du financement, rénove des bâtiments ou gère une équation carbone. Et grosso modo, pour un budget constant, ou en tout cas un budget prévisible qu'assume la collectivité, ça permet de rembourser les travaux par les économies générées. J'ai eu, dans ma vie, la chance de faire un contrat de performance énergétique avec un bailleur social, 900 logements, quartier du Virel à Strasbourg. J'ai vu la complexité de ces mécanismes, mais j'ai vu leur intérêt aussi. Et l'ouvrir aujourd'hui aux collectivités territoriales, ce qui n'était pas possible à l'époque, ça ouvre un champ sur lequel, croyez-moi, l'expertise est indispensable pour ne pas tomber dans les écueils des PPP, pour avoir de la part de l'ADEME, je crois que l'ADEME est l'acteur essentiel pour ça, un soutien à l'ingénierie, pour que des collectivités de taille moyenne en particulier puissent bénéficier de ces outils avec un cadre serein, stabilisé et clair. Et puis enfin, le deuxième rôle majeur, c'est évidemment l'optimisation de l'investissement et de l'argent public qui lui est confié. Avec cette efficacité carbone, comme j'ai pu le dire, des euros investis, des euros d'argent public investis, avec la vitesse d'exécution. Et je crois que sur ce sujet-là, on a... je voudrais terminer en répondant par la première des questions que vous avez posées, monsieur le rapporteur, sur les scénarios. C'est d'abord un message d'espoir que je voudrais donner. Parce que les solutions existent et de nouvelles s'inventent tous les jours. Et que le rôle de l'ADEME, c'est pas de faire les choix. Et finalement, peu importe l'avis d'un président de l'ADEME, d'un ingénieur de l'ADEME, son rôle, c'est d'éclairer, d'inspirer parfois la décision publique. Au niveau national, bien sûr, avec l'expertise qu'ils peuvent apporter, au niveau local aussi, en accompagnement d'ingénierie. Et cette mission-là, elle me semble extrêmement importante dans les années à venir, comme j'ai pu le dire, sur les territoires. Les solutions existent. Je vais prendre un exemple. J'ai échangé avec beaucoup de responsables de filières ces dernières semaines, filière solaire, filière biomasse, filière géothermie. Par exemple, la géothermie de surface représente un enjeu important. On parle maintenant de géostockage. On a des solutions qu'on peut déployer sur lesquelles je crois, je suis un peu bavard, je vais m'arrêter là, sur lesquelles je crois l'ADEME a un rôle majeur pour répandre, généraliser, massifier, on dit parfois, ces technologies-là et expérimenter sur les nouvelles technologies qui arrivent. Et je voudrais répondre à la troisième des questions que vous avez posées. J'ai aujourd'hui une activité de conseil, de consulting. L'un des contrats s'arrête fin juin. Les 2 autres, je les arrêterai évidemment. Enfin, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Je les arrêterai évidemment, c'est toute activité professionnelle, si vous me choisissez et que vous me faites la confiance de me confier ces mandats. Je dois dire que j'ai saisi la haute autorité pour faire un détail absolument complet de l'ensemble des contrats que je peux avoir aujourd'hui. Et évidemment, je suivrai l'intégralité de leurs recommandations. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Merci pour votre écoute. Merci, Monsieur Waserman. Nous en venons à la liste des orateurs, aux orateurs des groupes. Et pour le groupe Renaissance, la parole est à Marjolaine Meignier-Millfer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cher Sylvain Waserman, quel plaisir de vous retrouver à l'Assemblée nationale. Merci pour ce propos liminaire très clair et ambitieux. Alors, vous n'en avez pas parlé encore, mais ici, nous nous souvenons avec beaucoup d'enthousiasme de votre travail sur la démocratie et le rapport aux citoyens. Votre thèse sur le sujet, alors que vous siégez sur nos bancs, était que de plus en plus, les citoyens veulent des circuits courts entre eux et les décisions publiques. Et ça change profondément le rôle des élus qui doivent pleinement intégrer cette nouvelle donne. Et dans 2 ouvrages sur le sujet et une proposition de résolution qui avait emporté largement l'adhésion de l'Assemblée, vous identifiez des pistes d'implication des citoyens. Alors avec cette expertise et à un moment où la transition écologique doit faire face à la réticence ou à l'impatience de nos concitoyens, comment pensez-vous que l'ADEME puisse se rapprocher des gens et contribuer davantage à l'acceptabilité de la mise en œuvre des solutions nécessaires ?
Vous avez mentionné en revanche votre travail comme directeur général de réseau de gaz. Vous avez expliqué que vous avez piloté le verdissement et le développement du réseau de chaleur pour en faire le 4e plus gros réseau français quand même. Et vous aviez écrit alors un livre blanc sur une vision très territorialisée de la transition écologique. Alors c'est un autre sujet évidemment où nous sommes très attachés aussi, la place des élus locaux et des territoires dans la planification écologique. Mais j'ai fait un peu d'archéologie, j'ai retrouvé un article de l'époque sur le sujet qui commençait comme ça, je cite, « Entre l'électricien et le gazier historique, le vainqueur est les deux. Plutôt que de concourir l'un contre l'autre à la délégation de services publics de réseaux de chaleur de quartier, les héritiers de l'électricité de Strasbourg et de gaz de Strasbourg ont réuni leurs compétences dans une même offre qu'il a emportée auprès de l'Eurométropole. » Alors bravo pour ça, parce que ça montre que vous êtes un homme de négociation et de compromis ambitieux, ce qui ne sera pas inutile dans vos nouvelles fonctions. Le groupe Renaissance accueille aussi avec beaucoup d'intérêt votre proposition de renforcer les interactions de l'ADEME avec les forces vives des territoires via ses directions régionales et avec les autres agences publiques que sont le CEREMA, l'ANA, le CSTB, l'ANCT ou encore les agences de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous voyez ces interactions ? J'ai un petit point de vigilance, Monsieur Waserman, sur votre volonté de baser vos décisions de l'agence sur l'efficacité carbone de l'euro investi. On se constate que parfois, ça vient soutenir des solutions qui sont déjà matures et ça vient moins soutenir l'innovation. Or, l'ADEME est vraiment une agence d'innovation. Et effectivement, est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça va soutenir ça malgré tout ? Et c'est trop court, Monsieur le Président, 2 minutes pour accueillir un collègue sur ce sujet. Merci. Mais pour toutes ces raisons et pour d'autres, le groupe Renaissance votera sans réserve en faveur de votre nomination. Merci. Et forcément, puisque la première prise de parole est à 2 minutes 22, les autres collègues pourront parler 2 minutes 22. Il n'y a aucune difficulté. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Emmanuel Bléry. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur Waserman. Dans un premier temps, laissez-moi quand même vous saluer vis-à-vis de la démarche que vous avez faite auprès des parlementaires. C'était très intéressant de discuter avec vous, j'allais dire en amont de cette réunion aujourd'hui, qui est la réelle réunion pour vous nommer éventuellement. J'aimerais aussi vous rappeler pourquoi on a, et c'est très important, pourquoi on a refusé, pourquoi on a rejeté la nomination de Monsieur le maire de Charleville-Mézières, pour plusieurs raisons. On considère qu'avec un budget qui a donc doublé en 2023 concernant l'ADEME, on ne peut pas être effectivement maire d'une commune d'environ 50 000 habitants, président de la métropole et gérer l'ADEME. Ça, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que nos territoires ont besoin de proximité, vous l'avez dit, vous engagez à faire un tour des régions. C'est très important. On considère que la transition écologique ne peut se faire que dans un cadre apaisé et non coercitif, non punitif. Et pour ce faire, effectivement, il serait intéressant, et je le souligne, je trouve ça même plutôt remarquable, il serait important, effectivement, de rencontrer nos élus locaux. Je le dis aussi, on n'a pas la science infuse dans ce domaine. On n'a pas la science infuse et je considère, et le groupe Rassemblement National considère qu'on peut encore évoluer. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas mon rôle, effectivement, d'avoir une position politique, mais quand même, vous avez dépensé le denier public. Donc quand on dépense le denier public, on a quand même une vision un peu, finalement, politique de l'ensemble, au sens noble du terme, j'entends. Et puis, pour reprendre un petit peu une citation de Saint-Exupéry, on est député, vous êtes président de l'ADEME, en tout cas vous êtes proposé pour la présidence. On n'a pas la science infuse, je le disais, et chacun est seul responsable de tout en la matière. Voilà. Donc ça veut dire qu'on compte aussi sur vous, plus tard, si vous êtes nommé, pour nous faire aussi des retours, parce que les parlementaires ont besoin d'avoir des retours concrets. Et pour tout vous dire, à l'heure actuelle, il est 10h03, on n'a pas fait notre choix, on va attendre les échanges, parce que nous sommes ouverts aux échanges, au dialogue, et puis nous prendrons notre décision. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Émeric Caron. Merci Monsieur le Président. Monsieur Waserman, bonjour. L'ADEME est un acteur important de la transition souhaitable et indispensable vers une société écologique et ses champs de compétences sont nombreux. Gestion des déchets, préservation des sols, qualité de l'air, lutte contre le bruit, efficacité énergétique, promotion des énergies renouvelables, des sujets qui impactent évidemment le quotidien de toutes les Françaises et les Français. S'il vous plaît, juste, est-ce qu'on peut écouter, s'il vous plaît ? Merci. Merci. Je vous en prie, Monsieur Caron. L'ADEME publie des rapports très intéressants, comme celui qui expliquait en 2015 que la France pourrait, dès 2050, avoir une électricité fournie à 100% par les énergies renouvelables, sans que ça coûte plus cher que de maintenir le nucléaire à 50% du mix. Ou encore ce rapport de 2022 sur les scénarios pour atteindre la neutralité carbone qui préconise une réduction drastique de la consommation de viande. Voilà, de la part de l'ADEME,
des pistes très raisonnables qu'on ne peut qu'encourager. La question qui nous est posée ce matin, Monsieur Waserman, est celle de votre engagement passé sur tous les sujets que je viens brièvement d'évoquer. Or, votre parcours professionnel politique ne nous permet pas vraiment d'identifier avec clarté les preuves de votre implication à ce jour pour l'écologie et la défense du vivant. Ça nous gêne un petit peu parce qu'on ne voudrait pas ce matin cautionner malgré nous la nouvelle manifestation d'un phénomène auquel Emmanuel Macron nous habitue, à savoir le simple recasage d'un ancien élu ou ministre à qui il faudrait trouver une fonction nouvelle. Nous n'affirmons évidemment pas que c'est le cas qui vous concerne. Nous n'oserions pas vous faire ce reproche, évidemment. Mais on a simplement besoin de mieux comprendre. Alors ma question sera simple. Sur le site de l'ADEME, on trouve ce sondage mis en exergue. 58% des Français pensent qu'il faudra modifier de façon importante nos modes de vie pour limiter le changement climatique. Modifier de façon importante son mode de vie, c'est pas simplement faire de la rénovation thermique des bâtiments ou se mettre à l'électricité verte, même si évidemment c'est indispensable, mais ça ne change pas vraiment nos modes de vie. Est-ce que vous aussi, vous préconisez déjà, en vous fiant sur votre expérience et vos compétences, des changements majeurs dans nos comportements pour limiter le changement climatique, et si oui, lesquels? Et est-ce que vous-même, dans votre vie personnelle, vous avez initié certains changements ces dernières années pour être un acteur de la lutte contre le changement climatique? Merci, Monsieur Caron. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Antoine Vermorel-Marquez. Et on s'écoute, s'il vous plaît, chers collègues. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Waserman, nous décidons ce matin de l'avenir du bras armé de l'État en matière environnementale qui, il faut le reconnaître, a particulièrement brillé par son instabilité au cours des dernières années. Comme le réclamait Yann Arthus-Bertrand dans une tribune au JDD, il est temps de mettre fin à la danse de l'intérim dont souffre l'ADEME et de nommer ce président dont une organisation gouvernementale brouillonne nous a privés. Au-delà des annonces, l'urgence est à l'action, et dans ce schéma, l'ADEME est assurément un levier puissant de l'action publique en matière environnementale, avec son budget et ses quelques 1000 salariés équivalents temps plein. Monsieur Waserman, sachez que le fait d'avoir été des nôtres et donc de bien connaître nos problématiques parlementaires sera évidemment un atout à nos yeux. Sachez aussi que nous avons apprécié votre approche en amont de votre candidature. Le précédent candidat n'avait manifestement pas la même méthode et la même considération pour les parlementaires que nous sommes. Notre commission jugera-t-elle suffisante votre motivation et vos aptitudes pour le poste? L'ADEME mérite un président à temps plein. Elle mérite aussi un président sur le temps long, capable d'honorer son mandat de 5 ans, après la valse des intérims, de vacances et de démissions qu'a connue l'agence. Quels seront vos chantiers prioritaires à intégrer au prochain contrat d'objectifs avec l'État? Quel rôle peut jouer l'ADEME pour promouvoir et généraliser des pratiques écologiques vertueuses, incontestables d'un point de vue scientifique? Nous garantirez-vous une objectivité de l'expertise de l'agence sur la question du nucléaire, de la consommation d'électricité, des émissions du secteur aérien? Nous garantirez-vous une méthode et une considération vis-à-vis des élus locaux? L'ADEME est parfois perçue comme éloignée des préoccupations des plus petites collectivités. Notre vœu au groupe des Républicains est que l'ADEME reste une agence de la transition écologique, consciente des attentes des Français, et dans l'action plutôt que dans l'énonciation de grands principes. Et c'est pour cette raison que le groupe Les Républicains votera en faveur de votre candidature. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Hubert Ott. Monsieur le Président, merci. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Aujourd'hui, il nous revient la responsabilité de confirmer ou non la proposition du chef de l'État de confier la présidence de l'ADEME à Sylvain Waserman. Sylvain Waserman est indiscutablement un spécialiste des sujets relatifs à l'énergie. Biométhane, réseau de chaleur, plan local de performance énergétique sont parmi les mots-clés d'un bilan qui signe la réussite d'une action avant-gardiste à la tête d'une institution alsacienne qu'il a su transformer. Sylvain Waserman, c'est aussi un grand serviteur de l'État. De l'élu local jusqu'à la vice-présidence de notre Assemblée, il a toujours été guidé par une indiscutable volonté d'agir. Sylvain Waserman, c'est le député qui, à travers sa loi sur la protection des lanceurs d'alerte, votée à l'unanimité en première lecture, nous a rappelé la dimension essentielle de toujours fédérer et de garantir toutes les vigilances dès lors qu'une inquiétude est fondée. J'ai évidemment la conviction que Sylvain Waserman est l'homme de la situation, mais je tiens aussi à rajouter que le connaissant personnellement, je peux témoigner de ses qualités humaines, de rassembleur, de fédérateur. Pour accomplir les missions qui seront les siennes à la tête de l'ADEME, ses qualités personnelles seront un atout majeur. Né en 1991, l'ADEME est plus que jamais au cœur de l'actualité. De par ses missions, c'est l'acteur de premier plan face aux enjeux de notre époque. L'ADEME, c'est l'outil par excellence de toutes les convergences. Celui qui met en lien l'État, les entreprises, les collectivités et les citoyens
pour faire face au dérèglement climatique qui nous affecte et à la crise écologique que nous subissons tous. Quand l'intérêt général est en jeu, ces liens sont essentiels, ils sont même incontournables. À l'heure de toutes les transitions, nous avons besoin d'expertise, d'accompagnement et surtout de proximité. C'est bien comme cela que nous atteindrons nos objectifs et que nous réduirons la fracture entre l'homme et la planète. Cher Sylvain, même si vous avez anticipé mes questions, je voulais vous poser la suivante. Comment renforcerez-vous la place de l'ADEME comme acteur de proximité dans la transition? Et comment comptez-vous faire mieux connaître cette précieuse institution à l'ensemble de nos concitoyens? Il est évident que le groupe MODEM va très fortement vous soutenir et va voter d'un seul homme pour votre candidature. Merci pour ce suspense, monsieur Hott. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Stéphane Delautrette. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. L'ADEME est une agence technique pas comme les autres, et vous l'avez souligné, Monsieur Wazerman. Son expertise est connue et reconnue, tant au niveau national que local. C'est pourquoi nous attendons du nouveau président qu'il renforce ses missions d'agence experte au service de l'État, mais également auprès des entreprises et des collectivités. Aussi, ma première question concerne les moyens humains et financiers alloués à l'ADEME. Comme je l'ai souligné en fin d'année dans mon rapport budgétaire sur le programme 181, l'activité de l'ADEME a connu une très forte croissance et accélération ces dernières années et doit être accompagnée d'un recrutement de personnel avec statut pérenne. En effet, le recours à l'intérim, trop systématique, est déstructurant pour l'ADEME, mais aussi pour chaque personne avec ce statut. Par ailleurs, au regard de la priorité que constituent les questions environnementales, il est impossible que l'État fonctionne avec des contrats d'intérim sur des missions aussi stratégiques que la décarbonation ou l'économie circulaire. Pourriez-vous nous préciser comment vous envisagez de mettre en place des actions pour y remédier? Vous l'avez rappelé, ma seconde interrogation donc portera sur la dimension territoriale. La force de l'ADEME repose aussi sur son assise dans les territoires et sa capacité à essaimer les projets. Mais force est de constater qu'elle se retrouve trop souvent en concurrence avec d'autres agences comme BPI, le CEREMA, la NCT. Aussi, comment envisagez-vous une meilleure articulation entre ces dernières? Pour conclure, je voudrais rappeler que les élus du groupe socialiste et apparentés sont particulièrement attachés à l'ADEME, à son action dans nos territoires et aux conditions de travail de ses agents. C'est pourquoi nous attendons des réponses sans ambiguïté sur les points que j'ai évoqués, moyens financiers, effectifs et déclinaisons dans les territoires. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et apparentés, la parole est à Vincent Thiebaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Wazerman, cher Sylvain, mes chers collègues. Cela a été dit, l'ADEME est au cœur de la politique de transition énergétique et au cœur de ces défis que nous devons relever pour l'avenir des générations futures, qui est la transition énergétique. L'ADEME, aujourd'hui, c'est une expertise, comme vous l'avez évoqué, dans l'accompagnement, dans la recherche, le développement, le financement aussi de projets. L'ADEME aussi, c'est un acteur incontournable dans les territoires. C'est vrai, c'est 1200 opérateurs au sein de l'ADEME, 4,2 milliards d'euros pour un budget qui est en hausse constante, mais c'est aussi 1500 postes d'opérateurs qui sont financés par l'ADEME, et notamment dont 800 dans les collectivités territoriales. Monsieur Wazerman, cher Sylvain, votre expérience, que ce soit à la tête notamment d'une petite commune, mais aussi en tant que président de Gaz de Strasbourg, et aussi votre connaissance de la construction de la loi et des problématiques des parlementaires, sont pour nous en tout cas une véritable richesse. Je tiens aussi à saluer vos nombreux engagements que vous prenez notamment dans le questionnaire transmis, comme vous l'avez évoqué, le point annuel entre directeurs régionaux, votre tour de France et votre tour de région, nous n'en pouvons que nous en féliciter. Toutefois, je voudrais juste insister, nous voudrons insister sur ce sujet ingénierie locale. Vous l'avez évoqué, effectivement, c'est un point essentiel.
On a pu constater aussi la problématique de souvent des appels à projets qui sont faits. C'est souvent les meilleurs élèves qui sont les premiers servis. Et on met de côté, au niveau du territoire, au niveau de la France, un ensemble de territoires qui n'ont pas l'ingénierie suffisante pour pouvoir anticiper effectivement ces projets et qui souvent sont dépourvus justement des appels d'offres qui sont portés par l'État ou notamment à travers de l'ADEME. Comment comptez-vous justement mieux accompagner les territoires avec cette ingénierie territoriale, des territoires qui souvent s'ignorent? Sinon, globalement, vous avez toute notre confiance et nous voterons favorablement, en tout cas pour votre nomination. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Wazerman, l'ADEME a été créée sous la présidence de François Mitterrand. En 30 ans d'existence, le périmètre d'action de l'ADEME s'est peu à peu étoffé. On peut cependant regretter que ses effectifs et moyens financiers ne soient toujours pas à la hauteur des enjeux. En effet, face à l'urgence climatique, le gouvernement a trop souvent sous-estimé le rôle crucial que l'ADEME se doit de porter. L'agence, acteur majeur de la transition écologique, doit donc devenir l'établissement public incontournable de cette mandature. Le pilotage de cette agence est donc stratégique pour notre pays et exige des connaissances spécifiques et une vision claire sur la nécessité de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Cela passe par la promotion du triptyque sobriété, efficacité énergétique et développement des ENR. Or, Monsieur Wazerman, vous l'avez dit, vous avez dirigé une structure dont l'objectif principal était la distribution de gaz naturel. J'aimerais donc vous entendre sur ce basculement de philosophie que vous allez devoir opérer en passant d'une posture de distributeur d'énergie fossile à une attitude proactive pour promouvoir la sobriété et la sortie des fossiles. Autre et dernière question, vous êtes à la tête d'une société conseil, et vous l'avez rappelé dans vos propos liminaires. Je souhaitais savoir si, au-delà d'arrêter les contrats en cours, vous pensez quitter la direction de cette société conseil afin d'éviter toute confusion. Merci pour vos réponses. Merci. Alors, pour le groupe gauche, démocrate et républicaine, je ne vois pas Hubert Wulfranc sur mon petit papier, mais Rapidement, une Monsieur le Président. Une audience à votre parole, Monsieur Wulfranc, Merci. n'a pas la même saveur. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, une économie de propos, comme à notre habitude dans ce genre de circonstances. Je voudrais simplement indiquer que nous sommes tout à fait disposés à prendre acte des engagements du candidat, en l'occurrence donc M. Wazerman. D'une part, au regard la mise en exergue de son engagement et de sa sensibilité politique, qui pour nous est un enjeu vis-à-vis de ce que vous avez souligné à l'échelle des territoires, la nécessité effectivement d'un lien majeur avec les élus territoriaux, en particulier les élus locaux. Nous y sommes particulièrement sensibles. Vous avez pris un certain nombre d'engagements en urgence à ce titre. Et nous sommes donc tout à fait en phase avec ces engagements. Nous les vérifierons, bien sûr. Par ailleurs, l'enjeu d'ingénierie nous paraît effectivement majeur. Vous aurez effectivement sur ce champ à déployer, me semble-t-il, une énergie qui permette effectivement de réunir les conditions de l'assistance à projet qui est la vôtre. En conséquence de quoi, je suis mandaté par mon groupe pour indiquer que nous voterons favorablement afin effectivement aussi à donner une stabilisation à long terme à cet opérateur public. Merci. Merci, chers collègues. Et pour vérifier justement ces engagements, je vous propose, comme on l'a fait notamment pour la FIT, que nous puissions vous auditionner tous les ans dans cette commission. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Jean-Louis Bricout. Merci, Monsieur le Président. Salut notre rapporteur, cher David. Monsieur Wazerman, moi je partage complètement votre avis sur le rôle des territoires effectivement dans les transitions. Il n'y aura pas, je pense, de transition sans l'engagement des territoires. Évidemment, le rôle de l'ADEME en matière de soutien à l'ingénierie, à l'expertise, vous l'avez rappelé, aux collectivités est essentiel, notamment pour les plus petites qui ont souvent des problèmes pour aller chercher, mobiliser les compétences, pour mettre en place ces politiques, quelquefois de mobilité durable, de réduction des déchets par exemple. Donc, quelle action allez-vous mettre en œuvre pour renforcer l'accompagnement de l'agence auprès des plus petites collectivités, notamment en ruralité? Je pense que votre expérience d'élu devrait
vous inspirer. C'est un côté plutôt rassurant. Un autre sujet, celui de la rénovation énergétique des bâtiments. Vous le savez, on devra massifier, accélérer l'innovation, notamment les rénovations globales pour obtenir la neutralité carbone pour 2050. L'État a mis en place le programme FAIRE, faciliter, accompagner, informer pour la rénovation, depuis rebaptisé France Rénov, en collaboration notamment avec l'ADEME, l'ANA et l'ANIL. Alors encore une fois, comment allez-vous améliorer les synergies entre ces différents opérateurs? Et j'ai évidemment été très attentif à votre expérience en tant que directeur général du réseau GDS et plus particulièrement sur votre implication dans la création d'un des plus grands réseaux de chaleur. L'enjeu des réseaux de chaleur, je trouve qu'il est essentiel pour créer, en fin de compte, ces dynamiques locales, pour créer ces dynamiques de massification par quartier, par secteur. Je crois que c'est extrêmement important. Donc comment comptez-vous améliorer, en fin de compte, ces synergies entre les différents acteurs une dernière fois? Et puis pour conclure, notre groupe estime que vos expériences en tant qu'élu local et national et votre intérêt pour les problématiques liées à la transition écologique sauront vous être utiles en tant que président de l'ADEME. Nous voterons donc en faveur de votre nomination. Merci, chers collègues, pour vos propos. Monsieur Wazerman, je vais vous laisser la parole pour répondre aux orateurs des groupes. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de rebalayer point par point les sujets en étant pas trop long. Monsieur le Président, c'est avec évidemment grand plaisir que je répondrai et que je solliciterai, si vous oubliez de me solliciter. Si vous me faites cette confiance et si vous me choisissez, il est évident qu'au-delà des engagements locaux que j'ai pu prendre tout à l'heure, la présence du président de l'ADEME pour rendre compte à cette commission est évidemment essentielle. Mais ça, ce sera à votre main, bien sûr. Madame Meignet-Millefert, d'abord merci pour ce point sur l'acceptabilité citoyenne et le rapport aux citoyens. Effectivement, j'ai beaucoup écrit et travaillé sur le sujet des circuits courts entre les citoyens et la décision publique qui les concerne, ce qui change profondément le rôle de l'élu d'ailleurs, je pense. En tout cas, c'est la thèse que j'avançais dans divers ouvrages. Mais je crois que le sujet de l'acceptabilité citoyenne de la transition écologique est un véritable sujet. Et que nous devons faire en sorte de ne pas fracturer en quelque sorte ceux qui ont compris cette importance de la transition énergétique et ceux qui resteraient à l'écart en baissant les bras en se disant de toute façon ça ne me concerne pas, c'est trop compliqué ou j'ai peu d'impact. Donc vous mettez l'accent, alors je n'ai pas de solution miracle, vous dans votre action vous avez évidemment auprès des citoyens de votre territoire une action déterminante, mais je crois en tout cas que cette préoccupation est essentielle. Je vais partager un point d'expérience. J'ai suivi et participé à certaines réunions de la CNDP dans son débat sur l'eau et la qualité de l'eau. Le débat public sur la qualité de l'eau n'avait jamais existé. Je l'ai suivi pendant les 6 derniers mois. Et on voit là aussi qu'aujourd'hui, les citoyens veulent avoir leur mot à dire sur la qualité de l'eau qu'ils boivent. Et bien, ils veulent avoir leur mot à dire sur les décisions publiques qui les concernent. Donc beaucoup de choses à mettre en place. Ce serait un peu court. J'avais modélisé plusieurs modèles d'implication qui allaient jusqu'à la co-construction. Je crois que c'est en tout cas un sujet sur lequel il faudra que je réfléchisse à l'ADEME pour voir comment, si vous me confiez cette mission, je peux m'en faire l'écho. Vous avez tout à fait raison sur l'efficacité carbone. Le risque serait de rentrer dans une comptabilité de court terme. Prendre un exemple que je citais tout à l'heure sur la géothermie. Aujourd'hui, il me semble que pour déployer de surface, pour déployer cette technologie et la généraliser, il faudrait le point de blocage sont les forages. Donc là, c'est la filière avec laquelle il faut travailler. Donc évidemment, c'est de l'investissement et c'est du retour moyen terme. Donc vous avez tout à fait raison, on ne doit pas être aveuglé par le court terme, malgré l'urgence, puisque 2030, c'est très rapide. On a 130 millions de tonnes à trouver d'ici 2030. Donc il faut à la fois concilier cette urgence de la vitesse d'exécution sur ce qui fonctionne, quitte à aider des filières, et puis évidemment travailler sur l'expérimentation, l'innovation qui est un point central. Sur les agences de l'eau, c'est dans mon travail récent sur le sujet que j'ai pu en mesurer véritablement les enjeux, ce que je n'avais pas eu à faire beaucoup, sauf en tant qu'élu local, dans mon parcours précédemment. Alors ce serait peut-être un peu long d'élaborer, mais en tout cas, j'ai bien noté ce point-là. Monsieur Bléry, merci pour vos propos. Vous avez raison. Il faut bien distinguer l'aspect partisan de l'aspect politique. On est sur des sujets politiques au sens noble du terme.
Après, je crois que c'est mon parcours. J'ai été vice-président de cette institution. Je crois qu'à aucun moment on a vu dans mon comportement de vice-président un aspect qui serait partisan, et tous les vice-présidents qui ont l'honneur d'être vice-président de l'Assemblée savent que leur rôle doit absolument quitter le rôle partisan. Donc évidemment, ça va sans dire, mais je crois que c'est mon parcours qui en atteste, plus que les propos, j'ai envie de dire, l'aspect un peu banal des propos que je pourrais citer aujourd'hui. Mais vous avez raison, moi je parlais beaucoup d'alignement stratégique des acteurs avec les politiques publiques. C'était le cas quand je présidais une SEM. Une société économique, ça doit être en phase avec les politiques publiques, et chacun dans son rôle. C'est vous qui votez les budgets, c'est l'exécutif et vous qui décidez. Le rôle de l'ADEME, je le disais tout à l'heure, c'est d'instruire, et dans cette objectivité qui fasse qu'elle soit reconnue, qu'elle soit bien sûr transpartisane, c'est une évidente, mais qu'elle soit un peu agnostique, c'est-à-dire peu importe l'avis que vous avez, dans une démarche scientifique de construction d'un scénario. Et je me rendais compte que je n'avais pas complètement répondu à l'une des questions de monsieur le rapporteur sur un scénario seul peut-il aboutir? Non, bien sûr. Il faut, à mon sens, un juste chemin, une juste ligne de crête sur ces différents scénarios. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est mon parcours qui attestera de ce côté transpartisan plus que tout propos que je pourrais tenir. Monsieur Caron, vous avez raison de poser clairement la question. Est-ce qu'il s'agit d'un recasage et dans ma vie personnelle et de mon comportement et de l'acceptabilité? Et puis vous me posez la question de qu'est-ce que vous avez fait en réalité pour l'environnement. Hein, si je fais court dans votre mandat et dans vos actions. Alors je ne vais pas parler des amendements que j'ai pu porter. Je le rappelle quand même. Moi je suis ingénieur de formation, j'ai toujours eu une approche assez rationnelle des choses. Par exemple, je n'ai cessé, et heureusement c'est maintenant corrigé, je n'ai cessé de dire qu'on votait en tant que député, donc là je me place dans le mandat dernier, on votait des PPE avec des objectifs de production d'ENR, et quand on fait la somme des objectifs qui figurent dans les STRADET, qui sont les documents des régions qui pilotent ça, la somme elle colle pas avec ce qu'on vote à Paris. Ça, et ça ne choquait personne. Donc ça, c'est un sujet que j'ai mis sur la table 10 fois. Comment peut-on vivre avec un objectif national qu'on vote à Paris et la somme des objectifs des SRADET qui ne collent pas avec l'objectif national? Ça, c'est un exemple de méthode. Alors évidemment, moi, je partais de ce prisme. Mais ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, qui maintenant est corrigé dans la loi énergie, puisqu'effectivement, il y a un dialogue qui doit avoir dans le respect de la libre administration des régions, bien sûr. Mais il faut avoir ce dialogue pour avoir une cohérence de ces objectifs et pas être dans l'illusion de quelque chose qu'on voterait sur les bancs de l'Assemblée au dernier mandat que vous avez à voter, avec un décrochage ou un décalage par rapport aux objectifs régionaux. Deuxième exemple, toujours dans cette logique-là, j'avais travaillé sur les ceintures vertes. Il y avait une espèce d'hypocrisie sur les ceintures vertes. Je prenais l'exemple que je connaissais bien à Strasbourg. Pendant des années, donc la ceinture verte, c'est ces zones autour de la ville qui étaient des anciens glacis militaires. Il y avait dans la loi, il se trouve que c'était dans la loi par une aberration, enfin par une histoire, il y avait un taux de 20%, mais personne ne mesurait ces 20%. Personne ne rendait compte aux citoyens pour savoir si ces 20% maximum de construction dans la ceinture verte étaient respectés ou pas. Donc j'ai fait changer la loi, contre l'avis d'élus locaux, là pour le coup, pour dire on doit rendre compte aux citoyens de la valeur de cette mesure, et le minimum qu'on a, c'est l'indicateur tous les ans. Alors évidemment, ça crée de l'instabilité juridique, parce que si on ne respecte pas les 20%, on peut être poursuivi pour ça au tribunal administratif, on peut être rappelé à ses obligations, mais je crois qu'il faut sortir de ces sujets-là. Alors c'est des petits sujets. Le troisième amendement que j'ai porté, qui a été validé sur des thèmes très, très ciblés, c'était aussi sur des mesures et des indicateurs. L'obligation pour les grandes collectivités de publier leur taux d'achat responsable. Moi, j'ai vu des cas où des gymnases étaient équipés d'équipements chinois en dernier tour de table contre une société française qui fabriquait en France, avec un petit delta de coût. Et ben, c'est le choix souverain des élus, très bien. Mais je pense que la moindre des choses, c'est de rendre compte aux citoyens, quand on est dans une grande métropole, je ne parle pas d'un petit EPCI, de rendre compte de la part d'achat responsable, c'est maintenant assez bien cerné dans le droit ce que c'est qu'un achat responsable, et de mesurer
la part d'achat responsable de la collectivité. Encore une fois, dans le respect profond des prérogatives des élus qui décident, mais je crois qu'il faut rendre compte. Donc ça, c'est des exemples précis. Mais la chose majeure, à mon avis, à mon humble avis, que j'ai fait dans ma vie pour le développement durable et pour l'écologie, j'en ai eu la confirmation il y a 3 semaines. J'étais à une table ronde à la Sorbonne. J'ai eu le bonheur d'écrire une loi et d'en être le rapporteur sur les lanceurs d'alerte. Cette loi, j'ai travaillé aussi bien avec M. Bernalicis qu'avec le président Marlex, qui à l'époque étaient les 2 personnes avec bien sûr dans chaque groupe, mais peut-être aux 2 extrêmes de politique de l'échiquier, à l'époque, en disant de droite comme de gauche, on avait des gens impliqués dans cette démarche-là. Cette loi, elle a été votée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée. Parce que M. Marlex l'a soutenu, parce que M. Bernalicis l'a soutenu. Et je crois avoir trouvé cette juste ligne de crête. Et à la Sorbonne, il y a 3 semaines, cette table ronde, elle disait l'environnement, je pense qu'il y a un deuxième thème, c'est le droit du travail et l'environnement du travail, mais l'environnement est un domaine sur lequel votre loi apportera des avancées majeures, parce qu'il y a un sujet il n'y a pas de victime. Vous voyez une flaque d'huile dans une rivière, et personne ne va au commissariat porter plainte. Alors qu'en réalité, il y a une atteinte à l'environnement. Et que l'alerte et la culture de l'alerte et du signalement dans l'environnement, j'ai envie de dire que c'est la brique que j'ai posée. Je suis l'auteur de cette loi, c'est une proposition de loi qui après a été programmée par le gouvernement sur le temps parlementaire du gouvernement, mais c'est une proposition de loi dont j'ai été l'auteur et le rapporteur. Et ça, si vous voulez une contribution concrète dans mon mandat et dans mon implication d'élu, c'est celle-là que je mettrai en avant. Et je soulignerai l'aspect transpartisan et le travail que j'avais pu avoir depuis, comme je le disais, M. Bernalicis et M. Marlex. Le point suivant, je pourrais en parler longtemps, excusez-moi, voilà. Monsieur Vermorel-Marquez, merci pour vos propos. Vous soulignez des points majeurs. Cette notion d'objectivité dans le travail de l'ADEME, je crois que je l'ai dit, mais j'y crois réellement. Il faut que chacun soit à sa juste place. L'ADEME, il est là pour agir, pour écouter, pour ajuster, pour agir. Pour écouter, ajuster, agir. Dans le cadre des politiques publiques que vous décidez. Que vous décidez. Et il faut être respectueux de ça. Chacun à sa juste place. Et ceux qui m'ont connu dans mon mandat de parlementaire savent le respect que j'ai pour cette institution, pour les parlementaires, et qu'il n'est pas fin. Et vous avez raison, je crois que chacun doit être à sa juste place. En tout cas, si vous me confiez cette responsabilité, j'y serai vigilant, parce que je crois que le tiers de confiance sur qui, quel que soit votre bord politique, vous pourrez vous reposer pour une étude sérieuse, argumentée, construite, qui envisage des scénarios dans leur globalité, eh bien c'est un point qui me semble essentiel pour la pérennité de l'ADEME et pour la relation de confiance que vous pourrez avoir avec l'ADEME. Monsieur Hott, merci pour vos propos. J'ai répondu sur la partie loi lanceur d'alerte. L'enjeu de faire connaître, n'occultons pas le fait que tout ça c'est de l'argent public, que vous votez, et que du coup, bien sûr, à la fois la transparence sur ça, c'est le Parlement qui vote, et c'est un point qui me semble essentiel. Je vais aller plus vite parce que sinon... Monsieur Delotrette, soyons très clairs, on m'a à de nombreuses reprises, je sais votre attachement pour l'ADEME, évidemment, dans votre parcours personnel, je sais qu'il y a un sujet parce que j'ai eu beaucoup, depuis l'annonce de ma proposition de candidature, beaucoup d'échos en ce sens. On manque de modélisation aujourd'hui, je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière, de modéliser à partir des facteurs dimensionnants les ressources nécessaires. Certaines activités de l'ADEME sont un peu des blocs de compétences fixes. Vous n'avez pas besoin d'augmenter le nombre d'experts en géothermie ou en tel sujet en fonction du nombre de projets de géothermie en France. En revanche, certains, on peut parler... de la partie de traitement des dossiers, par exemple, ont un facteur dimensionnement direct avec le flux. Je crois, à mon sens, que d'abord on a... Alors je ne sais pas s'il existe, je ne sais pas parce que, évidemment, voilà, c'est vous qui déciderez si je peux aller travailler sur ces sujets-là. Mais je suis pleinement conscient de ça, et en tout cas j'ai vu des alertes sur le sujet. Je ne peux rien dire d'autre que j'essaierai d'utiliser et de convaincre sur le fait que certaines activités, encore une fois, ont un facteur dimensionnant qui nécessite
que quand on passe d'1 milliard à 4 milliards d'euros, il y a une logique qui n'est probablement pas linéaire, mais une logique de ressources qui est absolument indispensable à prendre en compte. Et puis sur la partie... moi, je crois que sur ce sujet, la boussole, c'est la qualité des femmes et des hommes et l'expertise des adémiennes et des adémiens, comme on dit, qui ont une expertise reconnue internationalement. J'insiste sur ça. Et ça, c'est évidemment, tous les responsables d'organisations et d'entreprises savent la difficulté à recruter. Il serait absurde de laisser, de ne pas continuer à développer ce vivier de compétences à ce niveau de reconnaissance qu'il peut avoir. BPI, CEREMA, NCT, j'en ai parlé, et c'est un point majeur, et là j'ai pris un engagement clair sur le sujet. Monsieur Thiebaud, merci beaucoup. Sur la partie EPCI... Sur la partie des EPCI et du territoire, vous savez mon attachement à ce sujet. On a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur le sujet. Sur l'ingénierie locale, je réinsiste, les métropoles sont bien équipées, pas les EPCI et pas les réseaux d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je l'ai vu sur les contrats de performance énergétique. À l'époque, en tout cas, les réseaux d'assistance à maîtrise d'ouvrage n'étaient pas au niveau pour accompagner une petite collectivité sur un contrat de performance énergétique. À nous, ADEME, si vous me confiez cette mission, de travailler aussi à l'animation de ces réseaux de maîtrise d'ouvrage qui sont évidemment, au-delà de l'ingénierie directe qu'on peut proposer, qui sont évidemment en prise directe sur ces sujets-là. Monsieur Thierry, Monsieur Nicolas Thierry, vous soulignez un point extrêmement important. Mais ce changement de modèle, j'ai peut-être pas été assez clair, mais non seulement je l'ai vécu, mais je l'ai initié. Je le redis, depuis 150 ans, cette organisation faisait du gaz naturel et que du gaz naturel. Quand j'en suis parti, 30% et aujourd'hui 50% du chiffre d'affaires est sur les réseaux de chaleur, sur le biométhane, sur les contrats de performance énergétique. Donc j'ai initié, puisque j'ai créé, j'en étais directeur général, j'ai créé cette impulsion-là, je l'ai pilotée. C'est la qualité des femmes et des hommes qui ont permis de se dire, finalement, le monde, il ne peut pas être comme depuis 150 ans, il évolue. Charge à nous, en tant qu'opérateur de l'énergie, filiale d'une collectivité, acteur de la transition énergétique, charge à nous de devenir ce pôle de la transition énergétique territoriale, dédié au territoire en termes d'investissement, d'innovation. Donc ce changement, et c'est extrêmement... Merci de votre question. Merci de votre question. Je n'ai pas dirigé une entreprise de gaz pendant 9 ans. J'ai transformé une entreprise du monde d'avant dans une entreprise, un pôle territorial de l'énergie. Et ce que j'ai fait là, l'industrie le vit. Et cette expérience me sera utile quand je dialoguerai, si vous me faites confiance et si vous me choisissez. Elle sera utile parce que c'est le défi qui se pose à beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises. Donc merci de votre question. Je tenais à être clair dans ma réponse pour vous apporter tous les éléments d'appréciation. Monsieur Vulfranc, je vous remercie. Je vous remercie. Vous savez mon attachement à cette dimension transpartisane, vous l'avez ressouligné. Et bien sûr, je rendrai compte des engagements que je prends devant vous. C'est une évidence, mais ça va mieux en le disant et c'est indispensable. Et ceux qui me connaissent savent que je ne prends pas ce genre d'engagement à la légère. J'aimerais conclure avec Monsieur Bricout. Merci beaucoup pour vos mots. Vous me permettez de conclure peut-être sur ces points qui me semblent majeurs. Il y a tout un débat sur rénovation versus décarbonation sur le bâti. Je ne vais pas rentrer dans le fond de ce débat, mais vous l'évoquez en fait au travers de votre question. Je crois que ce qui est important, c'est cette culture du résultat qu'on doit mettre en place. Et vous le dites très justement. Un EPCI aujourd'hui d'une taille comme j'ai pu piloter, c'est une Comcom de 10 000 personnes, puis une Comcom, vice-président, une Comcom de 40 000 personnes. C'est des petites structures. Et pour autant, on a nos gymnases, on a nos mairies, on a nos bâtiments. Donc il faut bien qu'on trouve des solutions. Et on n'a pas l'expertise pour le faire. Je crois aussi qu'on ne peut pas juste se reposer sur des gens qui feront ça pour vous. Et je crois que l'ADEME doit être ce tiers de confiance. On parlait du soutien aux décisions publiques. La décision publique d'un acteur local pour dire je rénove, je fais un contrat de performance énergétique puisque maintenant les députés m'ont donné la possibilité de le faire, ou au contraire j'investis dans du bâti, ou au contraire je décarbone ma source d'énergie. Ces sujets-là nécessitent une ingénierie. J'ai vu le réseau des 700 personnes financées par l'ADEME au cœur des collectivités. Je crois que c'est un très bon modèle, sous réserve qu'on anime ce réseau.
sous réserve que l'animation de ce réseau se fait bien. Et je le dis parce que ce réseau n'a de sens que s'il est animé en termes d'expertise, en termes de lien en fait, entre l'expertise de l'ADEME et le financement de personnes au sein des collectivités qui doivent peut-être tous les ans ou 2 fois par an passer leur journée ADEME, puisque finalement c'est l'ADEME qui les subventionne et qui subventionne leur poste, pour pouvoir monter en compétences, suivre les évolutions et être au fait et pouvoir porter ces changements au cœur des collectivités. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, j'aurais 1000 choses à dire encore, mais je vais en rester là si vous le voulez bien. Peut-être, alors je ne sais pas si j'ai été clair dans mes réponses. Il y a encore l'un ou l'autre point que je n'ai pas tout à fait abordé. Je vous en prie, en sachant qu'il y a encore des questions, mais allez-y. Peut-être un petit dernier mot, et après on enchaîne avec les questions. Un dernier mot sur cette dimension territoriale. Ceux qui ont été élus locaux, encore une fois, j'étais maire de village, j'avais quand même une administration de 1 personne, administrativement, 800 personnes dans le village. Président de PCI sur 5 villages, après sur une plus grande EPCI. Je crois que le sujet des collectivités aujourd'hui dans cette ingénierie, c'est quels sont les modèles de confiance, les tiers de confiance et les modèles qu'on peut avoir. Par exemple, le cahier des charges type sur le contrat de performance énergétique qui peut considérer 2-3 bâtiments d'un EPCI moyen. Pas les trucs hyper sophistiqués, mais le contrat de base. Ce que fait d'ailleurs la FNCCR dans certains domaines, où elle arrive avec des propositions un peu standards que bien sûr chaque élu peut s'approprier. Mais ça aujourd'hui ça manque. Et ça je crois que c'est extrêmement important dans notre ingénierie, de se dire bien sûr chaque territoire est spécifique, enfin un petit EPCI, il a d'abord le souci de faire quelque chose de solide. Et de pouvoir avoir dans sa besace des éléments de confiance qui lui permettent d'essayer de construire des solutions solides et de ne pas tomber dans certains travers ou certains écueils qui sont... Bon, donc l'ADEME a un rôle majeur à mon sens sur ça, et ce sera, si vous me faites confiance, si vous me choisissez, ce sera dans mon rôle d'y veiller. Nous venons donc aux questions d'1 minute. La parole est à Daniel Brulbois. Le micro... Monsieur Wazerman, on l'a compris, vous serez un président de l'ADEME qui va rapprocher des députés à la fois l'ADEME nationale et l'ADEME régionale. Et pour nous, ça nous sera précieux parce que ça nous a beaucoup manqué. Concernant la transition énergétique, vous l'avez dit, elle se fera à partir des territoires, des petits territoires, et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et sans eux, on n'y arrivera pas. Donc les collectivités, aujourd'hui, ont des enjeux majeurs, qui est la rénovation thermique de leurs bâtiments. Quel rôle l'ADEME pourrait-elle jouer pour qu'ils y arrivent? Merci. La parole est à Stéphane Michou. Merci Monsieur le Président. Monsieur Wazerman, ravi de vous retrouver. Dans le fil de ce que vient de dire ma collègue Daniel Brulbois, reparler effectivement des territoires et les objectifs de neutralité carbone ont été rappelés. Et dans le cadre de ces objectifs, l'hydrogène doit prendre toute sa part. Vous avez beaucoup parlé de l'Est de la France. On va se déplacer de quelques kilomètres et venir sur l'Ouest et parler de la Vendée, où l'entreprise Life est la première entreprise productrice d'hydrogène vert. Il y a quelques jours, l'entreprise a produit ses premiers kilos d'hydrogène bleu à partir d'eau de mer et de vent du large, à partir d'une éolienne flottante. Ma question est très simple. En fait, vous, à la tête de l'ADEME, quelles ambitions porterez-vous pour développer et pour accompagner l'hydrogène? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Laurence Edelgrière. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Wazerman. Ma question concerne à nouveau les petites collectivités locales et notamment la relation que vous envisagez pour l'ADEME avec les plus petites d'entre elles. L'atteinte de nos objectifs climatiques suppose que nous agissions tous. Cela suppose que chacun identifie les priorités et sache quelle action mettre en œuvre. Si les particuliers connaissent bien l'ADEME, les élus locaux et tout particulièrement des territoires ruraux ont peu, voire pas du tout de relation avec l'ADEME. Aussi, quelle est votre vision des relations que l'ADEME pourrait bien bâtir avec les petites collectivités rurales dans l'accompagnement à la transition écologique, à la sobriété énergétique? Je vous remercie. Merci. La parole est à David Valence. Oui, je voudrais rebondir notamment sur ce qui a été mis en avant par notre collègue Vermorel Marquez dans sa question.
sur la manière dont concrètement vous comptez embarquer les plus petites collectivités dans ces enjeux de transition écologique. L'ADEME a l'habitude de travailler avec les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles. Comment est-ce qu'on s'adresse spécifiquement et sur le plan du mode d'intervention des directeurs régionaux aux communautés de communes les plus petites, parce que c'est souvent là que la dernière marche à faire et les travaux d'isolation sont les plus importants sur les bâtiments publics. La parole est à Nicolas Dragon. Merci Monsieur le Président Zulesi, Monsieur Waserman. Alors en premier lieu, je tenais à vous remercier à mon tour pour la démarche et les prises de contact individuelles au sujet de votre candidature que vous avez pu effectuer. Bien souvent, les députés se retrouvaient le matin ici avec presque un fait accompli. L'exemple de votre prédécesseur qui postulait à l'ADEME a démontré le contraire récemment. Et depuis, donc à la lecture de votre présentation, à l'audition de vos déclarations ce matin, il semblerait que le chemin qui pourrait vous mener à cette présidence soit bien engagé. J'ai néanmoins une observation. On sait désormais, selon les recommandations même du GIEC, que pour lutter contre le réchauffement climatique, l'énergie nucléaire a toute sa part. Elle est décarbonée. Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à l'énergie nucléaire, sachant que l'an dernier, un rapport de l'ADEME avait laissé entendre qu'il remettait en cause la pertinence de la relance du nucléaire. Je vous remercie. Merci. La parole est à Sylvie Ferrer. Merci Monsieur le Président, Monsieur Waserman. J'ai consulté vos réponses au questionnaire qui vous a été envoyé ainsi que votre lettre de motivation. Je n'ai pas trouvé une fois le terme sobriété. C'est pourtant un volet primordial dans le rapport Transition 2050 publié par l'ADEME, l'agence que vous souhaitez présider. À Cap-Vert, sur ma circonscription, l'ADEME finance à 50% un projet d'agrivoltaïsme sur 55 hectares de terres agricoles communales alors que des alternatives existent sur du bâti. À Lannemezan, l'ADEME abonde de 13 millions d'euros la construction d'une chaudière alimentée par des déchets, tout ça pour produire de l'hydrazine qui va finir dans des centrales nucléaires ou des produits phytosanitaires. Alors voyez-vous, je ne pense pas que le défi immense soit le changement de mode de vie, l'acceptabilité citoyenne, comme vous l'écrivez dans vos réponses, mais plutôt le changement de mode de production. La sobriété, donc, pour répondre à des besoins humains réels, et à partir de là, vous verrez que les gens accepteront la transition écologique. J'en viens à ma question. Que comptez-vous faire pour que les financements de l'ADEME alimentent de véritables projets de transition écologique et ne soient pas de simples aubaines pour les multinationales? Je vous remercie. Merci. La parole est à Émeric Caron. Merci Monsieur le Président. Monsieur Waserman, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, c'est pour ça que je me permets de reprendre la parole. D'abord, je vous félicite d'avoir porté cette loi pour améliorer la protection des lanceurs d'alerte, mais vous m'accorderez que ce n'était pas une loi qui concerne spécifiquement les lanceurs d'alerte sur l'écologie, c'est plus général. J'en profite d'ailleurs pour dire que notre groupe regrette les attaques dont sont précisément actuellement victimes les lanceurs d'alerte écologistes dans ce pays, et je pense à la dissolution des soulèvements de la Terre, puisqu'il s'agit bien de lanceurs d'alerte dont le but est d'alerter l'opinion sur des projets climaticides. Cela étant dit, je vous repose ma question, à laquelle vous n'avez pas répondu. Quel changement majeur préconisez-vous dans notre modèle de société, dans les comportements de chacun, pour lutter contre le changement climatique? C'est très simple. Merci. La parole est à Nicolas Rey. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur Waserman. Deux questions. L'une a été déjà évoquée, mais je vais la reformuler. Vous l'avez dit, la transition écologique passe par nos collectivités. Or, comment comptez-vous aider nos plus petites collectivités qui ne sont pas toujours armées en termes d'ingénierie, notamment pour bénéficier de toutes les aides qui sont de plus en plus ciblées? Je pense au fonds vert. Bref, quelle démarche, quel soutien technique concret l'ADEME peut établir avec nos collectivités? Puis deuxième question, au vu de votre expérience et votre expertise dans ce domaine, je voudrais avoir votre avis sur la politique de suppression progressive des chaudières à gaz, même s'il faut bien sûr réduire notre recours aux énergies fossiles. N'est-ce pas contradictoire avec la volonté de garantir un mix énergétique? N'est-ce pas aussi hasardeux de ne pas vouloir tout miser sur le tout électrique, alors que la France dispose d'un réseau de gaz parmi les plus développés? Enfin, n'est-ce pas contraire aussi à la volonté de développer dans notre pays le biogaz? Merci. La parole est à Gérard Le Seul. Oui, merci Président. C'est juste une question, Monsieur le candidat.
Vous savez que l'ADEME a pu jeter un regard expert sur les labels environnementaux. Il y a plus d'une centaine de labels. Il est difficile pour le consommateur de s'y retrouver. En qui peut-on avoir confiance? Donc il y a un vrai rôle d'expertise. Je voudrais vous interroger sur ce sujet précisément. Que pensez-vous des labels? Que pensez-vous faire pour faciliter la bonne lecture et la bonne compréhension par les consommateurs des labels environnementaux? Je vous remercie. La parole est à Nathalie Bassire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Wasserman, j'aimerais souligner vos propos, vous, parlementaires votés à Paris, mais in fine, les projets naissent sur les territoires, ainsi que votre engagement pour soutenir les innovations territoriales et leur donner toutes leurs chances de devenir des solutions robustes. Je ne peux que les partager, d'autant plus que les territoires ultramarins sont des zones non interconnectées, telle La Réunion, qui a validé sa BPE. L'ADEME y a un rôle déterminant, bien sûr, en matière d'énergie, et les scénarios de l'ADEME sont très ambitieux pour le développement des énergies renouvelables sur nos territoires. Et il est essentiel que l'ADEME travaille en concertation avec les élus et les opérateurs locaux. Juste un exemple, l'ADEME avait prévu un scénario de 1000 MW de PV pour atteindre 100% d'énergie renouvelable, alors que la PPE de La Réunion a validé 500 MW. Alors vous voyez combien ce manque de concertation pénalise notre trajectoire si la CRE suivait bien sûr cette proposition. Alors vous conviendrez nous faut aujourd'hui coordonner les différentes études pour un gain de temps, pour un gain de finances et permettre vraiment à nos territoires de profiter pleinement de cet organisme. Alors est-ce que vous vous engagez à travailler, bien sûr, avec tout le monde, et je pense également à Mayotte, où il y a un retard en termes de transition énergétique à rattraper. Je vous remercie. Merci. Est-ce que d'autres collègues souhaitent prendre la parole? Personne. Monsieur Wasserman, je vous laisse le soin de répondre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour les questions riches. Je vais essayer d'en regrouper certaines parce qu'il y a des thématiques un peu transverses essentielles que vous soulevez. Je voudrais d'abord essayer de répondre aux diverses questions qu'il y a eu sur la partie collectivité territoriale de petite taille. Moi, je pense que pour parler extrêmement concrètement, il y a plusieurs choses qui sont directement à faire. D'abord, je crois qu'il y a un dialogue avec les représentants de l'Association des maires ruraux de France, de l'association qui représente les EPCI, parce qu'elle joue un rôle important dans la diffusion des sujets et dans la représentation de ces collectivités. Évidemment, il y a 36 000 communes, donc on voit l'importance d'essayer d'avoir des relais par rapport à la fois pour remonter les attentes et à la fois pour déployer les solutions. Dans les solutions extrêmement concrètes, moi je crois au cahier des charges type, au travail d'ingénierie amont qui puisse être largement diffusé et après approprié par le territoire pour les spécificités qu'il peut avoir. Mais je crois à ce travail en amont qui permettra à un élu de rentrer dans un chemin assez balisé et éviter des écueils ou des thématiques complexes qui n'a évidemment pas la possibilité de connaître lui-même ou de s'entourer par une administration qui puisse le faire. Donc c'est cette notion de cahier des charges type. Et puis troisième point, alors je le redis, la mission des directeurs régionaux, c'est avant tout ça. C'est avant tout d'être en proximité. Alors peut-être faut-il, je n'ai pas rencontré de directeurs régionaux, sauf ceux que je connaissais de l'époque où j'avais travaillé avec eux. Donc j'ai vu un peu leur rôle, mais du côté acteur des réseaux de chaleur. Donc c'est un rôle différent du rôle d'un acteur. Mais je pense que c'est un dialogue que je dois avoir très vite avec eux pour savoir comment être une force de soutien par rapport à ces collectivités. Je n'ai pas de réponse toute faite. En tout cas, j'ai la conviction, encore une fois, que petit 1, les associations d'élus, petit 2, les cahiers des charges un peu standardisés et qui balisent les chemins, et petit 3, le dialogue direct avec les directeurs régionaux au service des territoires et des élus, quelle que soit la taille de leur collectivité. En particulier, évidemment, plus la collectivité est petite, plus le sujet est important, parce que moins il a de ressources et de moyens pour mettre en œuvre les solutions. Donc ça recoupe plusieurs questions qui m'avaient été posées sur le sujet. Sur le point de l'hydrogène,
Alors, il se trouve que j'avais étudié le sujet de l'hydrogène parce que c'était souvent présenté, si vous voulez, l'avenir du gaz, et comme ça je peux répondre à cette question. L'avenir du gaz est une question qui se pose. La force des réseaux de gaz aujourd'hui, c'est d'irriguer le territoire. Les réseaux de gaz irriguent le territoire. Il serait fou de se dire que cet actif sur lequel tout le monde a investi soit mis à la poubelle. Le biométhane, l'hydrogène sont des pistes à creuser dans ce domaine-là. Alors, voilà, depuis les dernières années, je n'ai pas vu l'évolution. Je ne savais pas, par exemple, que sur l'hydrogène vert et l'hydrogène bleu, en l'occurrence, on a des avancées aussi rapides maintenant. Il y a des expérimentations que j'ai suivies sur l'hydrogène. Mais je pense que là, il y a... Alors, voilà, je vais répondre en humilité que je préférerais me plonger dans le dossier avant de vous répondre. Mais évidemment, l'hydrogène fait partie des solutions. Moi, je comprends que le modèle économique n'arrive pas à percer. Il y a une expérimentation en ce moment à Strasbourg et que le modèle économique est difficile. C'est là où la puissance publique a un rôle à jouer. Si tout était simple avec un modèle économique qui s'imposait, donc là, à voir si la filière peut être structurée, si l'aide peut être... c'est le même cas que tout à l'heure sur les foreurs, sur la géothermie. Il y a peut-être un investissement à faire sur la filière qui permette de façon plus générique d'aider l'ensemble des acteurs, sans avoir évidemment de la subvention à chaque cas qui probablement ne prendrait pas, ne ferait pas de sens. Monsieur Le Seul, vous parlez des labels. Alors, vous n'avez peut-être pas lu l'ouvrage que j'ai écrit en 2020 sur le sujet, mais notamment où je recommande, et mon point, je recommandais à l'époque l'EcoScore, alors ça s'appelle maintenant plutôt Planet Score. En fait, je trouve aberrant qu'on ne mette pas le consommateur dans la... On parle toujours du consommateur et ça. On ne le met pas dans la situation de prendre sa décision. Parce que quand vous achetez quelque chose, en réalité, vous ne connaissez pas du tout l'impact qu'il a sur le climat. Et si on vous le disait, ben vous pourriez faire un choix éclairé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne met pas le consommateur, quand il est dans son supermarché, avec les éléments en main. Alors il y a des Yuka, il y a d'autres acteurs d'ONG qui prennent ce relais. Enfin, on doit le mettre en situation, de même qu'il a son Nutri-Score, qui doit se généraliser. Il faut un éco-score systématique. Et en tout cas, c'est ce que je préconisais en 2020 dans l'ouvrage qui s'appelle Le monde de demain. Le monde d'après commence demain matin, pardon. Et je pense que ça, c'est un point. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le sujet en ce moment. Il y a beaucoup d'actions aussi sur le sujet. Voilà. Donc, moi, pour le coup, comme je l'ai écrit, je vous dis que j'y suis non seulement extrêmement favorable, que la clé, c'est la méthode, que l'ADEME a beaucoup à apporter sur la méthode. Comme dans beaucoup de sujets, il y a tout un sujet sur les plastiques, aujourd'hui on n'en a pas parlé, consigne ou pas consigne, c'est des sujets extrêmement importants sur lesquels l'ADEME a tout son rôle à jouer d'expertise et d'accompagnement, parce qu'une fois qu'on a dit on met un score, évidemment il faut que la méthodologie soit inattaquable. Il faut qu'on puisse avoir des éléments qui prennent en compte à la fois le carbone dépensé pour le produire, le carbone dépensé pour l'amener jusqu'au rayon et avoir une vision un peu globale. En tout cas, pour moi, la clé, c'est mettre le consommateur en situation de décider honnêtement de s'il veut ou pas prendre tel ou tel élément. Monsieur Caron, je ne vais pas me défausser sur la question à laquelle je n'ai pas répondu. Dans mon comportement personnel, alors moi j'ai des filles, donc on discute. Elles sont à l'âge où cette génération a eu un rôle majeur pour éveiller les consciences et du quotidien. Et bien, je vais vous répondre quelque chose que je leur répondais, on échangeait là-dessus, je ne vais pas parler de ma vie privée ici, mais chacun doit faire un effort. On parlait des moyens de production et des comportements. Moi, je pense que chacun doit s'interroger sur ses pratiques. Et j'interrogeais aussi sur la place du numérique dans la transition énergétique. Aujourd'hui, le numérique, alors on lit beaucoup d'études là-dessus, je suis impatient de voir d'échanger avec les experts de l'ADEME. Mais enfin, il faut moins prendre l'avion, peut-être probablement moins, voilà, changer ses habitudes. Il faut aussi, moins manger de viande, ouais. Non, mais ça c'est personnel. Moi, j'en mange moins, mais c'est personnel et je vais sûrement pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Mais en tout cas, je pense que chacun doit avoir une rétrospection. Et non, je vais pas dire à chacun ce qu'il doit faire dans sa vie. Non, je suis désolé. Moi, je reste dans mon rôle. Je partage mon expérience, c'est tout. En tout cas, je ne me sens pas du tout d'expliquer à chacun ce qu'il doit faire. Et je reste à ma juste place en tant que candidat. Et en revanche, ça veut dire aussi qu'il faut demander à un jeune, dans sa sensibilité, est-ce qu'il a arrêté son abonnement Netflix ? Est-ce qu'il regarde un peu moins de streaming ? Parce que la sobriété, elle concerne aussi le numérique. Et c'est un sujet... Non, excusez-moi, mais je réponds personnellement. S'il vous plaît. Je réponds personnellement. S'il vous plaît. Et ma posture, ce ne sera pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais je pense que chacun... Mais non.
Et je pense que chacun doit avoir cette réflexion personnelle et que chacun, sur la transition énergétique, chacun a sa part à prendre, que ce soit le monde économique, que ce soit les décideurs publics que vous êtes, que ce soit chaque citoyen. Voilà, en tout cas, c'est pas dans mon rôle de dire qui doit faire quoi. Et je répondrai un peu pareil sur le sujet-là. Moi, je voudrais que si vous me faites confiance, si je suis à la présidence de l'ADEME, je voudrais qu'en fait, vous vous disiez, en fait, peu importe l'avis du président de l'ADEME sur tel ou tel sujet. Parce que je voudrais pas qu'on dise « Ah ben lui, il est pro-nucléaire ou anti-nucléaire, lui, il est pro-machin ou anti-machin, lui, il est pro-viande ou anti-viande. » C'est pas le sujet. Je dois rester à ma juste place en tant que candidat. C'est vous qui décidez si on doit réglementer ou pas tel ou tel sujet. C'est vous qui donnerez des possibilités budgétaires à l'ADEME pour le faire ou pas. Moi, ce que je dois garantir, c'est que l'étude qui vous parviendra, quand vous aurez un sujet en tant que parlementaire, quand vous vous interrogez sur un amendement, quand vous vous interrogez sur un texte de loi, ce que je dois garantir, c'est que cette étude, elle soit objective, regarde un peu à 360 degrés les enjeux complexes d'une décision. Le débat sur le plastique en ce moment est très intéressant. La décision est compliquée. J'ai été président de PCI, je sais qu'on ne peut pas juste tout changer comme ça, et en même temps, on est loin des objectifs, il faut agir. Donc ces sujets-là sont compliqués. Notre rôle à l'ADEME, si vous me faites confiance, si vous me choisissez, ce sera de faire en sorte que vous puissiez dire l'ADEME, elle est là, comme tiers de confiance, elle nous éclaire, et après nous, on prend nos décisions. Donc voilà en tout cas la philosophie que je voudrais déployer. Et je crois avoir fait le tour, je dois m'arrêter. J'espère avoir répondu à la majeure partie des questions, je m'en excuse s'il y en a que je n'ai pas pu aborder. Mais je voudrais dire une dernière chose. Merci pour les messages de soutien que vous m'avez donnés. Moi, je pense, et j'y crois en le disant, je pense deux choses. La première, c'est que l'ADEME doit être transpartisane et que, évidemment, je postule et je souhaite être élu. Mais je souhaite être élu largement par un Parlement qui se dit l'ADEME, c'est un outil tout autant du Parlement que de l'exécutif, et qu'on s'approprie cette relation entre les parlementaires et l'ADEME. C'est un objectif que je porterai si vous me faites confiance. Je crois que votre vote sera un message et que, en tout cas moi, je sollicite qu'on ait le plus large consensus possible, non pas seulement sur ma personne, mais sur l'ADEME et le fait qu'elle porte un rôle important par rapport au Parlement. Et deuxième chose, dernière chose, et c'est ma dernière conclusion, je voudrais terminer avec ce message d'espoir que je donnais tout à l'heure. Les solutions existent. Des solutions nouvelles s'inventent tous les jours. Le rôle de l'ADEME, c'est d'agir, de généraliser, de déployer, d'être l'acteur efficace dans ce déploiement, dans cette messe que certains appellent la massification, en tout cas la généralisation de ce qui marche. On a des enjeux importants là-dessus. Le deuxième, c'est d'accompagner cette innovation et cette expertise qui est si nécessaire dans ce domaine-là. Merci pour votre écoute, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Waserman. Un peu d'attention. Il est d'usage de laisser la possibilité... Attendez. Il est d'usage aussi de laisser la parole à notre rapporteur pour un mot de conclusion, monsieur le rapporteur. Juste dire, oui, je remercie monsieur Waserman pour sa disponibilité dans... Chers collègues, s'il vous plaît. La phase d'audition préalable. Chers collègues, s'il vous plaît. Puisque nous avions eu l'occasion de discuter lors d'une audition et des réponses que vous avez apportées. Donc, je pense que mes collègues députés sont pleinement éclairés par vos réponses et vos interventions d'aujourd'hui pour faire un choix. Voilà. Donc, qu'on redonne enfin un président à l'ADEME. Merci, monsieur le rapporteur. Merci pour votre travail, monsieur Waserman. On vous laisse donc le soin de quitter notre salle. Merci pour les réponses apportées. Merci beaucoup. Nous allons donc passer au vote et j'appelle nos deux scrutateurs, Emmanuel Bléry et Laure Miller.